Bonjour. Est-ce qu'on commence? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je commence par vous dire un point technique. La session va être en français et en anglais. Donc, vous avez des casques de traduction si vous avez besoin pour l'une ou l'autre langue. Donc, il y a français et anglais. Donc, n'hésitez pas à utiliser les casques pour mieux suivre la présentation. Donc, on va aujourd'hui parler de la gouvernance de l'eau et du genre vers une gestion féministe et intégrée des ressources en eau. Donc on va commencer par un petit tour de table sans table. On va commencer par Hatché, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour à tous, moi c'est Achetar Sougoudi, je suis la directrice générale adjointe des ressources en eau et de la réglementation du Tchad. Et en même temps aussi, je suis la coordonnatrice régionale au climat des jeunes d'Afrique centrale. Merci. Bonjour à tous, mon nom est Lionel Goujon, je suis le responsable de la division eau et assainissement de l'Agence française de développement. Good morning, my name is Sandra van Soelen. I work for CIMAVI as a program manager, and we are an NGO based in Netherlands, and we work on water, women and climate. Bonjour à toutes et à tous, je suis Liliane Coelho, directrice de développement de la chaire AgroParisTech Suez, management pour les services publics. Good morning. My name is Kusuma Korala from Sri Lanka. I am Hydra-headed, so I wear about 4 hats, but I'm also here representing the Women for Water Partnership. Merci à vous toutes et tous. Thank you to you all. Maintenant, on va passer à un petit quiz pour introduire tout ce qui est les questions de genre et d'eau, pour voir un peu les connaissances du public là-dessus et un peu faire un point sur les chiffres clés et un peu l'état des données en ce moment. Donc, en fait, c'est des données qui datent de 2023 du GMP. C'est un rapport en fait qui fait un peu l'état de l'ODD6, donc l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le monde. Et le dernier rapport, en fait, il était focus sur le genre, donc c'est pour ça qu'on a des données très récentes et très précises sur la question. Donc en fait, c'est facile, si vous prenez votre téléphone, vous avez juste à scanner le QR code qui s'affiche maintenant. Donc vous avez juste à scanner et vous allez accéder au quiz. Donc, comme je disais, en fait, ce rapport, il suit les progrès et les non-progrès mondiaux en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. En fait, il vise à évaluer l'ODD numéro 6. Est-ce que vous avez pu vous connecter? C'est bon, donc déjà, je vois qu'il y a 3 personnes qui sont connectées. On va attendre une seconde. 5. Déjà, je vais commencer par vous dire quelque chose. C'est qu'en fait, dans le monde, il y a 1,8 milliard de personnes qui collectent leur eau de boisson à partir de sources qui sont situées en dehors de leur domicile. Donc, ils ne sont pas... on est 7, on va commencer. Donc, on peut passer... Hop. La première question, c'est en fait, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous pouvez mettre des mots-clés. Qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, la thématique de la gouvernance de l'eau et du genre? Donc, how do the theme of water governance and gender inspire you? Donc là, vous pouvez mettre des mots-clés ou des idées. Et si jamais vous n'avez pas pu scanner le QR code, vous avez juste à vous connecter sur menti.com et utiliser le code qui est en haut, si vous n'avez pas pu scanner le QR code au début. Sorry? Ah. Je vais passer on va commencer la deuxième. Donc là, on a 10 réponses déjà. Donc là, il y a des mots intéressants. C'est donc éducation, exclusion, équité. Donc équité, ça va être un mot important qui est en lien avec l'égalité et justement les inégalités de genre. Et l'équité, c'est vraiment l'idée d'un monde
plus équitable entre les genres. Il y a la question du transport de l'eau, ça on va en parler juste après. Et le Leave No One Behind, c'est-à-dire ne laisser personne de côté et surtout prendre en compte les personnes les plus vulnérables. Ça va être aussi un des éléments clés des études de cas qu'on va voir par la suite. Et l'hydroviolence aussi, je pense que ça va être un mot qui va être très important par la suite. Et Feminist Leadership, je pense que Liliane va nous en parler beaucoup tout à l'heure. Donc on va passer... Là, une petite question pour la deuxième. Vous pouvez passer à la deuxième question. Selon vous, dans combien de ménages les femmes et les filles sont-elles chargées de la collecte de l'eau? Donc, une personne sur 3, enfin une femme sur 3, une femme sur 10 ou 2 femmes sur 3. Ah, je vois qu'on a un public de connaisseurs dans le public. Bon, bah, bravo. Bravo et malheureusement, dans 2 ménages sur 3, en fait, c'est les femmes et les filles qui sont chargées de la collecte en eau. Et en fait, dans presque toutes les données du GMP, ce qui revient, c'est que en fait, ce sont vraiment la charge liée au transport qui revient en fait aux femmes et aux filles dans le monde. Donc c'est vraiment Hop. Une autre question, donc pourquoi et comment, en fait, selon vous, pareil, vous pouvez mettre des mots-clés, ne pas avoir accès à des installations sûres, en fait, impacte les femmes et les filles dans le monde. Donc qu'est-ce que le fait de ne pas avoir accès à des toilettes, quels impacts ça a sur les femmes et les filles dans le monde? Là, vous pouvez mettre des mots-clés aussi, c'est pareil. Donc là, en termes de chiffres, c'est une femme sur 3 dans le monde qui s'expose en fait à des maladies, à la honte et à des risques d'harcèlement et d'attaque parce qu'elle n'a pas en fait d'endroit sûr pour aller aux toilettes. Donc là, on voit le terme d'isolation. Et en fait, l'isolation, ça va suivre avec la deuxième question. Les violences sexuelles, évidemment, c'est l'un des problèmes principaux sur la sécurité. Et c'est pour ça qu'avoir accès à des installations sanitaires sûres, ça impacte forcément la sécurité et plein d'autres droits humains. Hop. Exactement. La santé, évidemment. Et une dernière question, en Afrique, selon vous, combien de filles quittent l'école durant leurs règles du fait d'un manque d'accès à des installations sanitaires adaptées? Donc là, c'est la question des règles qui est aussi très importante et qui est souvent oubliée et qui a été souvent un tabou dans les discussions. Ah, il y a plus d'erreurs que tout à l'heure. Et donc en fait, c'est une adolescente sur 10 en Afrique qui manque l'école durant ses règles et en fait finit souvent par abandonner sa scolarité à partir du moment où elle a commencé à abandonner sa scolarité. Et donc vraiment, c'est une question aussi de sécurité, d'égalité, de respect de l'intimité qui est vraiment très importante à prendre en compte. Voilà, donc c'était le petit quiz pour voir et pour un peu refaire le point sur les données. Hop, on va revenir au PowerPoint et on va commencer les présentations de nos chers speakers. Donc la première partie, en fait, ça va être donc Aché et Koussoum. En fait, elles vont nous parler de la gouvernance nationale et internationale. Et donc on va commencer par une première question pour vous deux. Donc en fait, selon vous et selon aussi vos expériences dans vos pays, quels sont les principaux défis liés à la mise en œuvre de politiques féministes ou gender sensitives en matière de gouvernance de l'eau et comment les relever selon vous? Et n'hésitez pas à prendre les exemples de vos pays respectifs et de vos expériences. Je vais donner d'abord la parole à Aché. Ok, merci beaucoup. Le thème est pertinent. Parler de la gouvernance, parler de l'eau, surtout aussi de la femme, et sachant pertinemment que la corvée d'eau est toujours faite par les femmes. C'est vraiment un thème vraiment à l'encourager dans le sens où être éveillé dans ce sens. Concernant ta question qui est très pertinente, la gouvernance de l'eau dans notre pays, plus particulièrement, je suis du Tchad, et du ministère de l'eau et de l'assainissement. C'est un grand défi à relever dans ce sens, surtout pour impliquer la femme d'une manière générale. Déjà, le gouvernement s'est mis là-dedans afin de relever les défis en mettant 50-50, mais maintenant on est sur 30% des femmes dans le gouvernement, afin que toutes les femmes doivent être impliquées dans le processus et aussi dans le travail et dans le milieu. Et concernant le milieu de l'eau, en sachant pertinemment le corvée est fait par les femmes, le défi est énorme, sachant aussi, comme la question que vous l'avez posée, généralement les filles, à un moment donné du cursus, elles arrêtent l'école
elle ne continue pas surtout aller plus loin et au-delà des études supérieures, surtout aussi qu'elle ne penche pas sur le secteur de l'eau et comme vous le savez, la plupart on décourage les filles ou bien que les filles s'enlacent étant jeunes filles au foyer, et les mères, donc elles ne continuent pas dans l'ingénierie. On a fait un constat général, les femmes se retrouvent généralement pas dans les domaines scientifiques. Si je prends le cas du ministère, même de l'eau ou bien que du ministère, la plupart d'entre nous ne sont pas des ingénieurs. Par exemple, au ministère même de l'eau, je pense qu'on ne dépasse pas 6 femmes qui sont ingénieurs, qui ont une maîtrise dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Peut-être ici, il y a aussi une dame avec moi, mais sur les 75 femmes qu'on détient au ministère, nous sommes juste 6. C'est pour vous dire que le défi est énorme. La plupart, elles sont des comptables, des gestionnaires dans le domaine, ou bien des assistantes, ou bien des ménagères, ou bien, comment dirais-je, femmes de ménage au bureau. C'est pour vous dire que le défi est énorme et aussi est colossal. Et heureusement aussi au ministère, on a pu attendre ces quotas. On est plus de 30%, même au sein du ministère, avoir un décret. C'est pour vous dire que cet aspect est mis au focus général de l'intérêt. Et aussi, dans tous nos documents, l'aspect genre est pris en charge. Et aussi, aucun de nos projets n'a pas l'aspect genre. C'est pour vous dire que l'aspect genre est vraiment au top. S'il y a un projet qu'on soumet nous-mêmes, s'il n'y a pas ces volets, qu'on ne met pas l'équitabilité ou bien l'égalité dans ce sens afin qu'impliquer les jeunes filles ou bien les femmes, on ne fait pas passer ces projets. C'est pour vous dire que vraiment, ces secteurs nécessitent vraiment l'implication, surtout de prendre en compte le travail que fait la femme derrière le rideau et aussi derrière l'aspect, sans même qu'elle fait l'école, elle est déjà ingénieure de l'eau. Et aussi, elle permet de continuer à donner de l'eau, bien gérer l'eau de la maison. Elle fait la maintenance de la maison, c'est toujours dans l'eau. Et elle gère aussi tout cet aspect. C'est pour vous dire que cet aspect, il est au centre de notre intérêt. Et dans tout ce qu'on fait, même dans notre schéma directeur de l'eau, bien dans nos structures, il y a le focus dans ce sens. Donc, il y a une partie qui prend en compte l'aspect genre. Et peut-être je vais venir après, au fur et à mesure, pour développer aussi. Merci. So, Kusum, can you answer as well? Thank you very much. I'm not going to state the obvious. I'm not going to talk about the challenges, but I'd like to go a little bit into the context, especially from the South Asian view. If you take Sri Lanka, in 1931, long before many European countries, the women got the vote and the right to free education. And this has been something which was going to frame our participation in the public arena, including the water arena. We think that would have been okay. We are a country which has about half our engineering schools women. Does that make a difference? Does that make that change? Because I think that to a certain extent, the South Asian worldview, the Asian worldview is being framed by the larger ecosystem, which is a rather conservative worldview with defined roles for men and women. And that is something that we need to come up against, and we see it over and over again, especially in national and international governance. You see this string of things hanging on my lanyard. I have been to every World Water Forum except the ones in Senegal and in Brazil. We have had more emphasis on women's issues because there was a time that we started with a prep conference on women before the program, and that program and those decisions fed into the last decisions. We have not had that for Brazil, Senegal, and for Bali. So I think that the whole problem is that we have a worldview which has to be changed. Our environment worldview is changing because it is forced on us. But we have to have that attitudinal change, that mindset change, which will allow women. We are not talking of women as victims. We are talking as equal partners. If you don't like the word gender, put it in the dustbin, but call about optimization of human resources. We have to need all of them working in water as we are working in the environment. Our problem is that we are still in a mindset which even in this World Water Forum, we saw men-only panels.
This is as extinct as the dodo elsewhere, but it is still happening here. So I think that what we would like to do is to give you this little quote. It is the fear of change which doesn't allow you to change. And it is that fear of change which is not going to help us meet the challenges, especially in the Asian context. So let me finish off by giving you this quotation about species. It is not the strongest of the species, nor that survives, nor the most intelligent. It is the most adaptive to change. And who says? Charles Darwin. Thank you very much. So another question for our two, for Kusum and Aceh. Comment est-ce que selon vous, en fait, on pourrait garantir la participation significative des femmes et des groupes marginalisés, mais surtout des femmes ici, dans les processus en fait, de prise de décision liés à la gouvernance de l'eau, et donc toujours avec les exemples de vos expériences, à vous deux. Est-ce que Kusum, vous voulez, do you want to start, Kusum, on how can we ensure the meaningful participation of women? It's about the meaningful participation of women. Yeah, I think that, sorry? Yeah. I think we need to have a meaningful participation of women at two levels. Where they are most where they're having most problems, which is at the community level. So at the community level, we do have systems which are especially in South Asia, which are sometimes based on very old systems, but they are very equitable systems. They give equity because they understand who is working. Like, for instance, labor participation. If you take labor participation, they would say women have to have so many days of work, therefore they should be involved in participation and decision making. Again, for me, I think that it's when we talk of South Asia, we are proud inheritors of indigenous systems which have been forgotten to a long extent, but now is being coming back to the arena. I believe it was the UN Water Summit last year which brought this back to the arena. We are now having indigenous voices, and those indigenous voices have been attuned to the changing climates, changing needs of water, and changing issues related to water. It is the systems which are not changing. It is the systems which are very often superimposed by Western colonialism, which is not changing. And that is what we need to change. Understand the need for change. I believe that is the first thing that we need to do. Understand, it is also for my sisters and brothers from Africa. We had very good systems which were attuned to nature. Now, nature is being damaged. Nature is being, I would say, hijacked. We need to go back to solutions which doesn't come from everybody's Western science-oriented education as mine is. Thank you, Kusum. Aceh? Merci beaucoup. Je pense que le défi est vraiment énorme. Je demande à tous ceux qui sont ici vraiment d'encourager les jeunes filles et encourager aussi l'aspect aussi des garçons, surtout les jeunes, à embrasser ce métier, à les accompagner, surtout les jeunes filles qu'à un moment donné, on les laisse de côté pour ne pas continuer les études. On a un défi énorme à relever, surtout au Tchad. La plupart de ces jeunes filles ne continuent pas vraiment l'école comme il se doit, ou bien qui sont exposées aussi à des violences, alors que surtout les métiers restent vides. Je demande à chacune de nous et à chacun de nous ici vraiment d'accompagner cet aspect dans l'éducation. Sans revenir dans le gouvernement, déjà le gouvernement a mis un focus vraiment colossal afin d'accompagner tout l'aspect genre. Il y a une stratégie qui a été élaborée pour la mise en œuvre et aussi les quotas qui devraient être équilibrés. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a un aspect dont on dit la femme est égale à l'homme. À mon humble avis, la femme dépasse de loin l'homme. Pourquoi vouloir l'égaliser alors que naturellement, on n'est même pas égal, donc c'est pour vous dire vraiment, la femme fait un travail énorme et chacun de nous est expert dans son domaine, que ce soit un homme, que ce soit une femme. La personne a elle-même un atout. Pourquoi Dieu l'a créée telle qu'elle est. Donc c'est pour vous dire que vraiment le défi est énorme et dans tous ces aspects, dans les projets qu'on élabore, dans les thématiques qu'on fait, le focus est mis dans ce sens. Et nous relevons les défis, on insiste, par exemple, si je prends mon cas, je suis dans le genre où pour dire que je me dis qu'il n'y a pas de solution. Non, pour moi, il n'y a pas de solution, il y a toujours des solutions. Pourquoi c'est posé, pourquoi, mais avançons dans le sens où de faire mieux et pour relever, c'est dans ce sens. Merci.
Merci. Kusum, do you want to make a conclusive statement before because we know you have to go. Yeah, thank you for understanding my concerns and also my constraints. I believe that, if we come and make this a place where cosmetic utterances about gender is happening, and we go back on to the next World Water Forum, if there be such a one, we are really wasting everybody's time. So give me one moment to see what the Women for Water Partnership has done coming here. We have had a conclusive series of webinars and on-site meetings called Signpost to Bali, where we brought in the voice of the unheard, and that has been very well documented. We are presenting, if you come for a session today at 10:20 in the other session. And we are not going to stop at this, because we have come through too many World Water Forums. We came here, we said nice things, we hugged each other, and we went, no, this is not going to be it. We have Bali and beyond. And the first Bali and beyond activity will be at the Dushanbe Water Forum. So please, stay the long road with us, because it is a difficult road, but it is a very fruitful road for all our people, our communities, our women and youth. Thank you very much. Thank you so much, Kusum. Juste une dernière question. Pareil, une petite phrase conclusive si vous avez pour parler un peu de l'avenir et de quels impacts ça pourrait avoir une gouvernance inclusive et qu'inclut le genre pour l'eau, selon vous, au niveau national, régional ou international. L'impact est énorme du moment que les femmes sont naturellement timides, qui n'aiment pas prendre les paroles et qui n'osent pas aussi vouloir vraiment s'entraider dans le sens pour dire que bon, je suis une femme. Je pense qu'essayons d'aller dans le sens où d'encourager tous ces genres et tous ces aspects femmes afin de prendre des paroles et dire ce qu'elles pensent et n'est pas seulement se cacher derrière cette carapace qu'elle a comme timidité. Je pense que cet aspect est très important dans ce sens et surtout aussi dans les constitutions et dans les gouvernances. Il y a les textes qui sont là, rien n'est impossible, il faut mieux faire son travail dans le sens où de relever les défis et surtout encourageons les jeunes filles de faire l'ingénierie, l'aspect d'être ingénieur dans le sens est vite. Vraiment, je déplore cet aspect. La plupart d'entre nous, j'ai commencé avec 18 femmes dans l'université. Je me retrouve avec 5 qui ont fini dans le même domaine que moi en tant qu'ingénieur. Donc, c'est pour vous dire que cet aspect est délaissé de côté. Essayons ensemble de faire afin que tout cet aspect soit relevé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que la question des capacity building et des formations sera abordée par la suite, donc on pourra y revenir. On va passer à la deuxième partie de l'intervention, qui est plus du coup des études de cas et comment des projets intégrés qui appliquent du coup une gender sensitive approche. Donc c'est la question que je vais poser à nos trois speakers, c'est quelles sont selon vous les bonnes pratiques de projets de gestion de l'eau qui tenant en compte de la dimension genre et quels sont les facteurs clés qui ont contribué à leur succès. Sandra, did you get the translation? Did you get the translation? Ah, ok, perfect. Donc on va donner la parole premièrement à Lionel, si vous voulez bien. Bonjour à tous, merci beaucoup. Ce que je vous propose peut-être, c'est juste de donner quelques éléments en premier lieu sur le cadre stratégique dans lequel nous intervenons, parce que je pense qu'il est commun à un certain nombre de bailleurs, et donc ça peut être intéressant et généralisable. Et puis ensuite, de donner l'exemple d'un projet sur lequel il y a une approche volontariste sur le genre qui est mise en œuvre pour illustrer cette stratégie. Peut-être dire déjà que la prise en compte du genre, finalement quelque chose d'assez récent encore à l'AFD. On n'était pas dans les précurseurs. Il y a déjà une quinzaine d'années, on avait produit un petit peu des documentations là-dessus, en partenariat avec le PSO notamment. Mais en réalité, lorsqu'on présentait des projets à notre conseil d'administration, il n'y avait pas de section sur le genre. Quels étaient les impacts sur le genre? Et ça fait seulement une dizaine d'années en fait qu'on s'est renforcé sur ce sujet, qu'on a publié des guides méthodologiques, des boîtes à outils pour aider les responsables de projets à être plus attentifs à la prise en compte du genre lorsqu'ils préparent des projets, et à suivre aussi les projets qui ont un impact genre. On s'inscrit en fait dans une politique française plus générale. Vous savez peut-être que la France a décidé qu'elle avait une diplomatie féministe qui se traduit à l'heure actuelle par un objectif d'avoir 55% de ses financements
qui ont des bénéfices pour le genre. Alors qu'est-ce qu'avoir des bénéfices pour le genre? C'est une évolution aussi pour nous, parce que historiquement, globalement, on disait on finance de l'eau, ça a des bénéfices pour le genre, puisqu'on va réduire la corvée d'eau, donc ça bénéficie avant tout aux femmes. On va pouvoir prolonger la scolarisation avant tout des jeunes filles. On va améliorer l'assainissement, donc les toilettes, ça va être avant tout mieux pour les femmes. Et en fait, l'évolution, c'est de dire qu'il faut avoir une approche structurée et construite. Ce n'est pas juste de faire un projet, c'est de réfléchir spécifiquement aux actions favorables au genre qui doivent être mises en œuvre pour l'améliorer. Et le cadre international qui régit ça aujourd'hui, il est fait, il y a un marqueur de l'OCDE sur le genre. Et donc on peut avoir CAD 0, CAD 1 ou CAD 2. Pour être CAD 2, qui est le niveau le plus avancé, on peut presque jamais l'être, nous, dans notre secteur, parce que c'est un projet qui est uniquement dédié au genre, alors que nous, on fait des projets d'eau avec des bénéfices pour le genre. Et donc pour nous, l'objectif, c'est d'avoir des projets CAD 1, et donc qui se traduisent par cette approche construite sur le genre. Et donc par rapport à l'objectif de 55% de projets genre, par exemple, l'année dernière, on était à 69% exactement. L'année d'avant, on était à 82%. Donc vous voyez qu'on suit ça de manière très précise et c'est un indicateur essentiel de notre redevabilité. Alors, je voudrais donner l'exemple d'un projet justement qui essaye de prendre en compte le genre. C'est un projet à Yopougon, qui est l'une des communes de l'agglomération d'Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. C'est un projet d'assainissement. Dans cette commune, en fait, aujourd'hui, l'ensemble des eaux, 99% sont déversées directement dans la lagune ébriée sans aucun traitement. Donc l'objectif du projet, c'est de collecter et d'évacuer ces eaux usées pour améliorer la qualité de vie et les conditions sanitaires dans ce quartier. Et donc, sur ce projet, il y a un volet genre ambitieux qui a été mis en œuvre. Et en fait, peut-être le point clé de mon intervention, c'est de dire que le diagnostic est extrêmement important. Et donc, il faut une étude préalable sur les enjeux de genre. Et dans ce cas précis, ce qui est intéressant, c'est que le diagnostic nous a fait apparaître des choses dont on n'avait pas connaissance, qui ont permis d'orienter les décisions. Alors sans trop détailler, mais je regarde mes notes parce qu'il y a quelques chiffres qui semblaient intéressants. On s'intéresse à différents endroits de vie des femmes. Donc à domicile, par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait 13% des ménages qui n'avaient pas encore de toilettes à l'intérieur, qui donc allaient à l'extérieur, ce qui posait des problèmes de sécurité et d'intimité, bien sûr, pour les femmes. Et en fait, on s'aperçoit même que dans les enquêtes ménages, c'est la première demande des femmes, c'est d'avoir des toilettes individuelles protégées à leur domicile. Dans les écoles, presque toutes les écoles disposaient de toilettes, 93% exactement. Cependant, 60% d'entre elles n'avaient pas accès à l'eau, 75% pas de savon, pas de papier poubelle, et 50% étaient des toilettes mixtes, avec tout ce que ça implique en termes bien sûr de contraintes pour l'intimité, la sécurité, etc., notamment pendant les périodes de règles. Et donc les impacts en termes d'absentéisme, notamment sur les cours. Sur le lieu de travail aussi, l'enquête a eu lieu et 80% des répondantes ont dit qu'elles avaient des toilettes sur leur lieu de travail, mais sans poubelle. Donc à nouveau, en termes d'hygiène menstruelle, ça posait des problèmes importants. Et puis pour finir peut-être sur l'espace public, il y a 193 toilettes publiques et blocs sanitaires. Pour les 3/4, ils sont utilisés par des hommes. 75% des utilisateurs sont des hommes. Pourquoi? Parce que toilettes mal éclairées ou mal situées, gérées par des hommes, pas correctement équipées, pas sécurisées, voilà. Si bien qu'à nouveau, 14% des femmes qui les utilisent déclarent avoir été l'objet de violences lors d'utilisation de toilettes publiques, voilà. Et puis 40% des femmes n'avaient jamais entendu parler des bonnes pratiques de santé et d'hygiène menstruelle. Donc là aussi, ça a fait paraître un enjeu clé d'éducation à ces questions d'hygiène. Voilà. Et puis un dernier point qu'on a appris à travers ce diagnostic, plus institutionnel, c'est qu'en fait, il y a un plan d'action pour le genre en Côte d'Ivoire, comme l'a souligné Haché au Tchad. Et c'est un beau premier pas, mais sa mise en œuvre, elle est très partielle. Et notamment, il y a des objectifs d'avoir des femmes présentes dans les ministères. Et en fait, sur 30 ministères que compte le pays, il n'y en a que 19 qui avaient défini un vrai plan d'action genre. Et donc, il fallait accompagner cela. Et notamment, au ministère de l'Assainissement, il y avait une cellule genre, mais assez faible. Et au sein de l'assainissement rural, il n'y avait rien. Donc, voilà. Au final, conclusion, on a des infrastructures qui sont souvent conçues, construites par les hommes, qui ne prennent pas suffisamment en compte les femmes et qui prolongent finalement ces inégalités.
Donc ça, le diagnostic, c'est très important. Et puis ensuite vient le plan d'action. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais il y a un plan d'action au niveau institutionnel déjà pour améliorer la représentation des femmes dans les ministères. Et de mon point de vue, c'est un sujet très important. On essaye de travailler dessus. On travaille beaucoup aussi sur les politiques de ressources humaines des opérateurs. C'est un sujet clé. Je pense que le nombre de recrutements est important. C'est un bon point pour démarrer. Il faut démarrer par ça. Et je crois que dans nos pays, même dans mon organisation, on démarre par ça. Ce n'est pas suffisant. Hatché l'a souligné. Il y a aussi les carrières, la progression. Mais je pense qu'avant d'avoir des directrices générales femmes partout, il faut déjà en recruter, qu'il y ait un équilibre dans le nombre, voire une supériorité. Moi, j'ai vécu ça dans mon organisation il y a 15 ans. On a fait un effort pour recruter plus de femmes. On disait, elles sont jeunes. Oui, parce qu'on venait de les recruter. Il y a des gens qui restent longtemps. Mais aujourd'hui, ces femmes-là, elles sont directrices, etc. On a atteint un équilibre, pas sur tous les domaines, mais sur la plupart. Mais c'est bien sûr un processus qui prend du temps. Voilà. Ensuite, il y avait des actions au sein de la zone de projet. Indépendamment du projet lui-même, dans toute la zone de projet, on essaye d'intervenir avec des installations sanitaires collectives qui répondent correctement aux besoins des femmes, qui viennent corriger les éléments que je vous disais avant. On a d'ailleurs créé une petite illustration, comme une infographie à l'AFD sur que sont des toilettes sensibles au genre, qu'on pourra partager avec tous les points d'attention qu'on a relevés. Il y a eu des actions de sensibilisation aussi. Il y a eu la mise en place de cases de l'assainissement qui ont été des lieux d'échange, qui ont permis aux femmes aussi d'échanger et de faire du partage d'expérience sur cette thématique. Et puis une campagne de branchement qui rentrerait dans la catégorie des branchements sociaux pour nous, mais qui est en fait des branchements dédiés aux ménages dont les femmes sont chefs de ménage. Voilà. Et puis ensuite, il y a des points d'attention, bien sûr, sur les travaux. Vous savez que les zones de travaux sont classiquement des zones qui engendrent des violences vis-à-vis des femmes, et notamment de la part des ouvriers qui sont de passage vers les femmes habitantes. Donc il y a eu toute une sensibilisation là-dessus. Donc voilà, moi, ce que j'en retiens, c'est que le diagnostic est extrêmement important et ce n'est pas évident parce qu'il faut l'avoir fait avant. Donc nous, on a essayé de s'outiller pour ça. Et notamment, on a maintenant des facilités de préparation de projet qui sont dédiées aux enjeux de genre et qui donc permettent d'aller mobiliser ce type d'études en amont des projets. Et puis, bien sûr, travailler sur les résultats de l'enquête. Est-ce que tout ça va marcher? C'est un peu tôt pour le dire parce que le projet est en cours d'exécution. Donc, bien sûr, il faudra une évaluation ensuite pour voir si les ambitions sont atteintes. Merci. Merci beaucoup. On va revenir tout à l'heure dans les questions sur la question des indicateurs et ce que les agences de développement peuvent faire aussi à ce sujet-là. Mais on va d'abord donner la parole à Sandra. Sandra will share CIMAVI approach to water governance and gender to provide a concrete case study from Uganda. Thank you. Yes, I work for CIMAVI and sorry? Yeah, can you hear me? Yeah? Louder? Sorry, yeah, this is much better. Yeah, I work for CIMAVI, and as CIMAVI, we see there's a water crisis, and this water crisis is actually a gender crisis. It affects women and girls way more than men, and it's also a climate crisis. So we work with partners in 10 countries in Africa and Asia on local solutions to ensure women and girls can enjoy their human right to water and sanitation and have also equal treatment. They're not being involved in decision making. So we're trying to change that. And our core principles are social justice, climate justice, and gender equality. So we mainstream that through all our programs. And looking at water governance, we're working on different levels, so very local, on village level, district level, but also national and global level. And today I want to share a case focusing on the local level that really inspires me and shows me that we can change the narrative. It takes time, but yeah, it is possible, and we have cases of inspiring female leaders that are changing their communities. So this case is from the Wash and Learn program, which is a program we are implementing in Uganda, where we use schools as entry points to change the communities, and we also work with wash entrepreneurs and local government. And in this program, we're also working in different communities on improving access to clean drinking water, and we're not only focusing on the water source itself, but also on the water resource and the catchment. So
before we went to this village, Karugaya. It's in the western part of Uganda, in a hilly area. Before we came with this program, they used a spring, but they didn't protect it. The spring was used also to wash clothes. Animals were walking around there, urinating in the water, so it was very polluted, resulting into different diseases, typhoid, worms, other waterborne diseases. And there was nobody taking care of this water source. So what we did in the program, we worked with the community to raise some funds. We put part of the funding in, but the community also contributed in money, labor, but also materials. And we protected the spring and make it more easily accessible to fetch water at that spring. And then we also did a gender equality and social inclusion training in the community to address gender norms around water and sanitation, and to also change the norm that men should be leading water management committees. Unfortunately, not many men came to this training, but through storytelling and the women who came back home, we were able to change the narrative. It took some time. And we also supported women to campaign and to get more self-esteem, to take a leadership opportunity. And in this community, there's now a water user committee comprising of 3 women and 1 man. So the chair is actually a woman. Her name is Annette Itungu, and she's a mother of 7 children. And also her husband is in favor of her having that leadership role, which I think is very encouraging. And the water user committee, we have trained them, and they are now managing the water source. All households in the community are paying 1,000 Uganda shillings, which is around 25 euro cents per month. And this money is used to maintain the water source. And there are bylaws to make sure the water source is used in the right way. So there is a fine if animals come too close, or there's a fine if you are washing your clothes with the water, to make sure the water stays clean. And we see that, Annette has become an inspiring leader. She is saying that now there are actually 2 leaders in the village. There is the village chief, and there's the leader of the water user committee. She's inspiring other women in her community to do the same. And she's really being accepted as a leader and inspiring others. And her dream is now to actually become a political leader. So after her 3 years of, leading the water user committee, she wants to try to be a political leader in their area. So I think very inspiring. And one more thing is that also we're working on the water resource in general. So she's working on planting trees and water weeds to make sure the water stays clean. Because we see climate change is affecting the stream of the water. So we're trying to see how can the water stay flowing all year round. And I think this is very nice. And we're really trying also in other communities to have this 70% female participation in those committees, which is really working quite nicely. And we have more of those examples. So this I hope to, I've also inspired you a little bit. And one of the things she said is, things that men can do, women can do better. So let's keep that in mind today and in this forum, and let's keep on sharing the stories of those women. Thank you. Thank you, Sandra. I like a word you said about changing the narrative, and I think it's a good transition to Liliane, because you are talking, vous allez parler de la formation, capacity building, etc. Donc it's a very good transition. Thank you so much for this transition. That is straight to the point. Merci beaucoup. Ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est d'abord, je suis ravie qu'on a cette diversité-là, et des hommes avec des femmes, et qu'on ne soit pas tout seul dans ces combats. Et je vais vous parler de la chaire pour tous, parce que c'est un projet dans l'éducation. Et je trouve que l'avenir du monde, l'avenir de l'eau et l'avenir des femmes et des hommes, c'est à travers de l'éducation. Sans l'éducation, on n'arrive pas à sensibiliser. Et donc, les projets de l'AgroParisTech, donc, on a des membres fondateurs. Et donc, comme on avait une commande aussi, ça c'est très important. Les bailleurs des fonds aujourd'hui nous demandent de vraiment montrer des actions concrètes sur les femmes dans les projets.
Et nous avons créé il y a 3 ans donc, le réseau de Women's Network OPT au sein de la chaire pour tous, où nous avons aujourd'hui formé à peu près plus de 282 managers. Et Laetitia Obeng, qui c'est une des femmes qui a travaillé à la Banque mondiale, un exemple au Ghana comme une guerrière, sa mère aussi, donc dans l'UNESCO, dans des grands points internationaux. Nous avons eu cette initiative de renforcer. Donc, on sait que les objectifs de développement durable 6, qui c'est un des engagements de la chaire de former les futurs leaders de demain pour un meilleur management des services de l'eau, c'est de s'appuyer aussi sur l'éducation et sur les femmes. Donc, on a créé un réseau qui aujourd'hui, nous sommes 40 femmes unies, plus de 3 webinaires et des rencontres pour les coachings pendant l'année. On a une solidarité entre les hommes et les femmes qui ont été formées, parce qu'on ne met pas les femmes séparées. C'est un cours mixte et tout le monde a le droit d'avoir du leadership et la confiance en soi. Donc seulement une cartographie de la quantité des femmes et des hommes, parce que comment nous sommes recrutés. La chaire pour tous, pour participer dans le programme, nous avons les directeurs des grandes sociétés publiques de l'eau et de l'assainissement qui nous envoient leurs talents pour qu'ils apprennent à devenir les futurs directeurs. Et aujourd'hui, si on voit dans ce tableau de rapport de femmes-hommes, donc on voit qu'au Ouzbékistan, nous avons des hommes, dans la Jamaïque non, haïtien, Géorgie, nous avons une. On peut passer les slides, c'est rapidement. Comme ingénieur, j'aime bien montrer les chiffres. Donc en Afrique, nous avons une vraie implantation locale. Il y a encore des efforts à faire, comme en Asie. En Asie aussi, donc le Pakistan, les Sri Lanka. Donc nous avons encore des exemples à améliorer. Donc on peut passer directement parce que... là. Donc, le constat, c'est que des 282 élèves que nous avons eus, des managers, aujourd'hui, 52 sont devenus directeurs. Des 52, combien sont devenus des directrices femmes? Donc, on n'attend pas les 20% encore. Et c'est ça le travail qu'il faut qu'on continue à faire avec les directeurs des sociétés de l'eau et de l'assainissement. Et là, les prochains... Et ça, c'est les slides les plus importants. Ce n'est pas moi que je suis ici. Ces femmes sont les 40 femmes qui ont été formées par la chaire pour tous, AgroParisTech, qui ont besoin de vous, ont besoin des directeurs, parce qu'elles sont talentueuses, elles ont du talent et il manque quelquefois ces petits gaps de la barrière qui on les laisse vraiment pousser. Aujourd'hui, nous avons ici toute l'Indonésie, nos élèves que nous avons formés qui sont des directeurs, et on voudrait voir beaucoup plus de femmes, ces 40 qui sont déjà formées par la chaire dans des stages plus hauts. Donc, ça, c'est un exemple concret. Et je pense que la chaire pour tous, avec l'Agence française de développement, avec Suez, avec l'Agence méditerranéenne de l'eau et tous les partenaires que nous cherchons encore. Donc, c'est un appel à des partenariats pour booster des femmes. On reçoit des candidatures des femmes pour la nouvelle saison 2025 pour rejoindre ces réseaux des femmes network. Merci beaucoup Liliane, c'est très inspirant et c'est super d'avoir ces photos ici de toutes ces femmes qui ont... C'est bon, ça fonctionne en fait. On va parler d'un dernier projet. On va essayer d'aller rapidement pour qu'il y ait un peu un temps de questions à la fin. Donc je change de casquette de modératrice à panéliste. Donc en fait, je ne me suis pas présentée au début, mais donc je m'appelle Marie-Sarah et je suis chargée de plaidoyer pour une ONG qui s'appelle le Secours Islamique France, et en fait qui est une ONG qui travaille pour l'humanitaire et aussi l'aide au développement dans une quinzaine de pays dans le monde. Et je vais commencer par une petite anecdote d'études que quand j'étais en études. En fait, on a eu un cours sur l'analyse des besoins en humanitaire, et notre professeur nous avait parlé d'un cas qui nous avait beaucoup marqué à l'époque. C'était qu'en fait, elle nous racontait une journaliste qui avait étudié en Afghanistan une ONG, qui avait en fait des Américains qui avaient construit un puits au centre d'un village en Afghanistan. Et en fait, le puits ne cessait d'être déconstruit souvent et d'être détruit.
Et en fait, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que c'était les femmes qui le détruisaient elles-mêmes, parce qu'en fait, le moment où elles allaient chercher l'eau, c'était leur seul moment de socialisation. Et donc ça, c'est juste pour vous faire un parallèle en fait avec l'importance de l'identification des besoins et de donner la parole aux principales concernées, et que c'est important que ce soit les femmes qui décident de ce dont elles ont besoin. En fait, ce dont elles avaient besoin, c'était pas d'un puits, mais c'était de la connexion Internet. Et donc ça, c'est vraiment un point important, c'est comment identifier les besoins, donner la parole aux femmes pour qu'elles puissent donner vraiment ce qui est nécessaire pour leurs droits, et leur redonner la parole et pas leur imposer des choix. Et donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup fait au CIF dans mon ONG, c'est l'identification des besoins spécifiques. Et ça, cette identification des besoins spécifiques, elle est très importante pour des projets intégrés. Nous, on ne fait pas forcément de projets spécifiques au genre, comme Simavie par exemple, mais en fait, on essaie d'intégrer dans chacun des projets des axes genre, et en fait avoir toujours une sensibilisation sur le genre et les plus vulnérables. Et cette question-là de ne laisser personne de côté, tout à l'heure dans la présentation du début, dans le quiz, il y avait ce mot qui était revenu, c'est Leave no one behind, ne laisser personne de côté et toucher les plus vulnérables. Et malheureusement, ce sont souvent les femmes qui sont dans cette catégorie, pour toutes les raisons qui ont été évoquées depuis tout à l'heure. Mais par exemple, je vais donner quelques exemples de comment est-ce qu'on intègre le genre et les besoins spécifiques. Par exemple, dans les projets d'assainissement, on travaille par exemple sur les populations déplacées internes. Et donc, comme disait Lionel en fait tout à l'heure, c'est que dans les camps de réfugiés, dans les communautés, et aussi dans les communautés hautes, en fait, c'est important de mettre en place avoir une pensée en fait pour le genre. Par exemple, d'avoir des toilettes hommes-femmes séparées. Ça, c'est vraiment un point essentiel, mais pendant longtemps, on ne pensait pas forcément à ça. Aussi, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est on met en place, par exemple, des lumières solaires la nuit pour en fait permettre d'avoir plus de sécurité pour les femmes, pour se déplacer, pour en fait qu'elles puissent aussi, pareil, aller aux toilettes, se déplacer. Et la question de la sécurité est vraiment très importante, et de la réappropriation en fait de l'espace public et de l'espace commun en fait, parce que sinon, s'il n'y a pas de sécurité, les femmes ne peuvent pas sortir, et ça induit tous les autres problématiques sur les autres droits humains qu'on connaît. Aussi en termes d'hygiène menstruelle, ça c'est quelque chose qui a été longtemps tabou, et en fait maintenant dans les kits de NFI, donc c'est non-food item, c'est dans les urgences, on met maintenant des protections hygiéniques, et en fait on essaye de mettre des protections qui peuvent être réutilisables, mais souvent si c'est un contexte trop d'urgence et qu'il n'y a pas forcément d'accès à de l'eau, on peut pas se laver avec de l'eau potable ou au sein, on est obligé d'utiliser des protections pas réutilisables. Mais dans un souci d'écologie, maintenant il y a beaucoup d'ONG qui essayent de mettre en place de plus en plus des choses qui sont réutilisables, de limiter les déchets. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est pris en compte et qui est très important en termes de droits et de durabilité, et pour avoir le moins d'impact négatif possible, d'avoir le moins d'impact négatif. Donc il y a évidemment la séparation homme-femme. Ensuite, en termes par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'impacter autre chose qui impacte le droit des femmes, ça c'est vraiment important, et c'est un peu ce que vous disiez depuis tout à l'heure, c'est que en fait faire un projet qui parle de l'eau et qui permet l'accès à l'eau potable, en fait ça a forcément un impact sur les droits des femmes, et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est cette interconnexion en fait et c'est la même chose que pour les objectifs du développement durable. En fait, agir sur un élément impacte forcément un autre élément, et et c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte, c'est cette notion-là en fait d'interconnexion, et d'où l'importance en fait évidente d'avoir une approche intégrée et sensible au genre, pour avoir en fait un impact plus durable et plus efficient sur le long terme. Et ça, par exemple, ce que nous on met un exemple qui peut être intéressant, c'est au Pakistan, pour justement la réduction des inégalités de genre. En fait, la mise en place des pompes à eau avec système d'exhaust solaire. Donc c'est un système qui permet c'est comme une pompe à eau. En fait, ça a permis de réduire la charge de travail des femmes, parce qu'avant c'était une pompe à manuel. Et en fait, d'avoir eu ce projet, ça a réduit en fait leur temps de travail qui était de chercher l'eau. Et pour les femmes et les filles, en fait, ça leur a alloué plus de temps pour faire d'autres activités. Et c'était hyper intéressant, surtout pour les jeunes filles, parce que du coup, ça peut leur permettre de plus aller à l'école, pour les femmes de développer des activités génératrices de revenus, et donc permettre mes mots sont compliqués à sortir, une autonomisation financière qui est très intéressante, et qui permet en fait de réduire aussi l'inégalité au sein de la communauté. Et toutes ces choses-là, elles sont construites de manière participative, et afin d'avoir le meilleur impact possible. Et je vais parler d'un dernier projet qui est aussi très intéressant, c'est la gestion des groupements de femmes et pour les permis maraîchers irrigués au Sénégal. Et donc en fait, ce projet-là,
Et ça va faire le lien en fait avec quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours avec le PFE. On a visité à Bali une usine de tri des déchets et qui faisait le recyclage. Et en fait, ce qu'on nous a expliqué, c'était que même si c'était les femmes qui avaient la gestion des déchets au sein de la maison, en fait, c'était les hommes qui participaient aux instances de décision au sein de la communauté pour prendre les décisions. Et cette question-là, elle est vraiment très importante et on l'a abordée aussi tout à l'heure, c'est la question de la participation aux prises de décision. Et ça, c'est vraiment un point essentiel en fait pour une meilleure, pour accéder à une équité plus tard. C'est que la notion même en fait si c'est les femmes qui ramènent l'eau nécessaire pour les besoins du foyer, en fait c'est toujours les hommes qui prennent les décisions concernant la gestion des ressources au niveau local et national. Et donc je vais juste présenter rapidement. Donc en fait c'était un projet de base, c'est un projet qu'on a beaucoup au Sénégal, c'est des puits donateurs. Et en fait ces puits là ils ont été étendus à des bassins de stockage pour l'irrigation des périmètres maraîchers. Et en fait le constat c'était que les femmes étaient souvent marginalisées parce qu'elles n'avaient pas accès à des revenus. Et donc, avec ces périmètres maraîchers, elles ont pu accéder et à des revenus et aussi en fait les comités de décision et les comités de gestion en fait de ces périmètres maraîchers, ils sont menés par des femmes. Donc c'est ce qu'on appelle des AVEC et des AGR. Et en fait, ces comités de gestion, ils ont permis aussi donc d'impacter sur un autre droit qui est aussi le droit à l'alphabétisation. Parce qu'en fait, pour gérer ces comités, il fallait pouvoir compter, pouvoir lire, etc. Et donc, dans un premier temps, il y a eu d'abord un travail d'alphabétisation et de pouvoir apprendre à compter. Donc, ça a permis aussi d'avoir un impact là-dessus. Et une dernière bonne pratique, et après on peut passer aux questions rapidement, c'est quelque chose c'est vraiment un point pratique, mais c'est vraiment très important. Et c'est en fait au niveau des RH, dans les ONG, dans les associations, dans les organisations, c'est d'avoir une référente ou un référent genre. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve de plus en plus, mais qui permet en fait d'avoir vraiment c'est vraiment un point pratique, mais ça permet qu'à chaque projet, en fait, on pense à intégrer ça et de façon pensée et intelligente et bien pensée. Donc ça, c'est un point facile, mais qui est assez pratique et facile à mettre en place. Voilà. Donc, je me relève. Désolée, c'était un peu rapide, mais on essaie de laisser du temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions parmi l'audience ? Sinon j'ai des questions. Donc, mais... Merci pour votre mot sur les femmes et eau. I speak English much better. I'm sorry. I loved everything that you said about forming leadership out in the field and then also tracking some of the ways that female leadership is growing within organizations in the field and also within management. I'm doing a gender equity survey about the ways we're looking at the connection between developing women's leadership out in the communities that our organizations serve and within our own. And so I would love to hear from some of you, some of the moments that you think have really helped you in your careers in terms of rising into leadership. And sticking around and being one of those engineers who ended up staying. So were there mentors or allies? What are the functional ways that we as a part of the industry can retain and promote women? And if anybody wants to take one of these surveys, I'm collecting academic data about it, so I can pass these out too. Who wants to answer? Qui veut répondre? Okay. Thanks so much for your question, and then that is a very, je switch en français si vous voulez. Donc, non, un des grands moments, je pense, que dans les entreprises privées et dans la société civile et dans les entreprises publiques, c'est les DRH, les ressources humaines, les départements qui doivent vraiment avoir plus des outils dans les recrutements des talents. Et ça a beaucoup évolué dans les entreprises. Donc, soit chez Suez, soit dans toutes les entreprises que j'ai côtoyées, il y a une dynamique de pousser les talents des filles vers les carrières. Et ça, c'est quelque chose qu'on a la liberté de communiquer et d'apprendre, parce que tu ne peux pas mettre une femme parce que c'est un quota à niveau des directions, parce que si elle n'a pas les connaissances, elle va être cassée par les hommes et donc elle va souffrir encore plus. Donc, mettre des femmes pour
prendre des cases, ce n'est pas l'objectif. Il faut les traîner, il faut mettre de training, il faut les donner la capacité d'éduquer et apprendre pour pouvoir prendre un poste de direction. Et là, elles pourraient briller. C'est un des exemples. Je vais parler en français. Merci beaucoup. Vraiment, par rapport à votre enquête, je pense que c'est des initiatives qui sont à saluer. Et on a rarement on a le partage de cette comparaison, de savoir comment les gens ont eu des difficultés pour remonter. Bon, pour dire par rapport à mon expérience, c'est un peu en nom, mais je vais essayer juste de résumer dans le sens où pour dire qu'il ne faut pas se décourager. Il y a toujours des obstacles. Je pense que ça n'a pas été du tout facile. Même pour moi-même, ça n'a pas été facile, mais il faut avoir toujours l'audace. Il faut oser et rien n'est impossible. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ça m'a été vraiment difficile de remonter jusqu'à là où je suis. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas du tout facile d'être une femme dans un milieu où il faut progresser, il faut insister. C'est pourquoi je conseille à tout le monde d'avoir toujours l'audace. Si ça ne va pas, il faut oser le dire. Merci. Merci beaucoup. Bon, désolé, on est obligé de conclure là-dessus. Mais n'hésitez pas à venir nous parler par la suite. On peut rester sur le pavillon si vous avez d'autres questions et pour discuter un peu de toutes ces thématiques qui sont très intéressantes. On a juste 4 recommandations sur la gouvernance de l'eau qu'on pense qui sont intéressantes et qui peuvent un peu faire la conclusion générale. En fait, on a pensé à 4 recommandations qui sont donc d'abord en fait pour la gouvernance mondiale de l'eau, c'est un enjeu crucial pour la gestion durable des ressources en eau à l'échelle mondiale. Et pour ça, on pense qu'il faut, dans un premier temps, assurer la représentation équitable des femmes dans les instances de gouvernance de l'eau au niveau national, régional et mondial. Ensuite, intégrer une analyse de genre dans les politiques et les programmes de gestion de l'eau en tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des filles. Renforcer les capacités des femmes pour qu'elles puissent participer pleinement au processus décisionnel et planification lié à l'eau. Promouvoir la coopération internationale et le partage des bonnes pratiques en matière de genre dans la gestion de l'eau. J'espère que vous êtes d'accord avec ces 4 recommandations. Et évidemment, la question de l'intersectionnalité qui est aussi importante à prendre en compte dans tous ces sujets-là et que certaines femmes aussi ont, en plus d'être des femmes d'autres problématiques comme les personnes déplacées internes ou d'autres sujets. Donc ça aussi à prendre en compte. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Et merci à nos speakers et merci pour le double langage. Oui. On a une précision sur les recommandations. C'est pas que dans la gouvernance. Vous voulez dire pas que dans la gouvernance, mais aussi. Non, juste un commentaire que je faisais, c'est que bien sûr sur les fonctions de gouvernance, dans les ministères, etc., mais en fait c'est chez tous les acteurs du secteur, à mon avis, nous aider aussi dans les entreprises de travaux, aussi chez les opérateurs. Je veux dire, si on veut que le sujet du genre soit pris en compte, il faut qu'il y ait des femmes qui soient là pour pouvoir en parler et le porter. Voilà, merci.
Allô. C'est go? C'est bon? Okay, guys, sorry. Thank you for being here. So I'm introducing a new presentation where you're still discussing the last one, but this is as it goes. So today I'll just, I have 20 minutes just to present what are the decentralized solutions from Suez. I'll try to be quick. Okay. First of all, I'll speak in English. I think it will be easy for the all participants. And if you have any questions, please take them and we'll discuss at the end. I'll try to have some minutes to discuss the questions at the end. So first of all, and like to a brief snapshot of what we are as group. Okay. So basically we have this mixed business with waste and water. Okay. So solid waste and water. In the center slide, you see a little bit of our figures in terms of turnover and employees, so you have an idea of the dimension of the company, and then the geographical mix on the right. Okay, this is just to show our portfolio of activities. So what is UCD? So what I wanted to tell you today is that there are other approaches for infrastructure. Okay, so you do infrastructure either conventionally. Okay, infrastructure is very important for water business, mainly because you need this infrastructure to treat and to distribute water. Okay, so this is an alternative of doing infrastructure. We'll see the advantages later, but so basically these UCDs, what is called decentralized solution from Suez, they are compact, modular, and containerized, and to secure access to drinking water and sanitation. So the idea is to faster the access to water and sanitation and to attain the SDGs. So basically, these are our solutions. So the range and the offers. Okay, so we have basically a kind of products that are on the left side of the screen. Okay, 5 products for water and 3 products for wastewater. Okay, solutions, and then our typology of offers. Okay, we have the UCD, which is we design and manufacture water treatment units. Okay, the high flow. So we scale these water solutions to supply more than 40 MLD in terms of drinking water solutions. Then we have a multi-UCD concept. Multi-UCD concept, what it is when we integrate these solutions in a level of a country to a global access water program. Okay, so it's called Water for All. And we bring financing. Okay, we do feasibility studies and we bring financing to, and you'll see some examples later in the presentation. Then we have the Smart Village. Smart Village, what it means, it's a solution for the rural world, where we integrate the essential services in one solution, okay, to foster not only the water and the sanitation issues, but also the socio-economic development of rural communities, okay? And then the services, of course, not only after saves to ensure that our solutions continue to work, but mainly also to do some training, capacity building, and also some technical assistance to operate these systems. Sorry. Okay, so what are the differences between this and conventional infrastructure? Okay, so as we work with modular solutions, so basically what we do is that we construct these solutions in metallic. Okay. So the idea is that they are very modular. It's like Lego, so we can easily deploy them to rapidly mount a water treatment plant. So it's much faster than a conventional water treatment plant. So when you want to get access to water and you want to do fast track projects, you use mainly these solutions to increase your speed of doing this. Okay. The second advantage is the risk management. As you build them in a controlled environment, so you don't have the difficulty on the field to manage the construction issues that appear sometimes. Okay, so it's easier to control your time, the time of construction, and it's easy to manage your problematics. Okay, that's the fact that's being mass produced and tested at Suez, so they can be delivered and commissioned rapidly. Okay.
The solutions are automated, okay, and sometimes they can be equipped with the solar roofs, okay. So there's a dimension also of sustainable energy production and linked with water, of course. So we do the training and the technicians on site, okay? So that's one point important for us to assure that the units get operated correctly. And of course our systems are being used for more than 26 years now. So we have more than 260 references all over the world. And of course it's the quality that we've been using in Suez since then, okay? So basically if you see let me check, no pointing, but from the left to the right, you see like a question of capacity, okay? So we go from the very small, where you see an example on the left picture, to the right side, where you have an 80 MLD water treatment plant doing with these solutions in compact. So not going to spend a lot of time here. That is to say that we have a global and integrated approach. What does that mean? It means that from the commercial to the after sales, so we integrate all the steps for developing a project, an infrastructure project with decentralized solutions, okay? From the commercial design, purchasing, manufacturing, control, logistics. So this guarantees to the clients that we have an input in each and every step, so it gives more guarantee to a client that they will achieve the results. In terms of an advantage that is important for these systems because they're compact, we had the chance to compare to a conventional solution in concrete, and you see the footprint that is marked on the screen. So basically you see the size of a 100 cubic meter per hour water treatment plant compared to a conventional water treatment plant, okay? So basically the footprint is lower, which means that you can seize some of your land to do other things, okay? This is quite interesting, particularly when you have difficulties in construction or the land construction is difficult, like swamps, which is the case in many countries in Southeast Asia, like Indonesia. So it should be easier and to construct with this approach, okay? And then the range goes from the very small to the big ones. In terms of the smart village, I'm not going to spoil the presentation for tomorrow because we have a presentation dedicated to smart village and for rural communities that I'll present tomorrow, just to give you a snapshot of what it is. So basically it's a solution that integrates all the essential services to rural communities, okay? So basically we have a pumping station from surface water or underground water. We treat it with a solar roof, okay? And we distribute it with water distributors, water kiosks, okay? And on the top of this, we can introduce other items, mainly the treatment, the recovery of latrine sludge and agricultural organic waste to produce cooking and biogas. Of course, this is target for rural territories and rural villages, of course, in emerging countries, okay? This is quite interesting because it has many dimensions that you can understand, that we talked in the last presentation about the women and the fetching for wood and the water. Of course, this helps to develop these local communities and these rural communities to bring them the essential services, so they don't need they can do other things. They can go to school, so they don't need to fetch for water. So this is quite interesting, and so this shows as well the socio-economic importance of these solutions and our interest, of course, in Suez in developing and helping these communities. This is what I'm going to present tomorrow, okay, as an example that we did. So basically, there's a pumping station, then it pumps to a reservoir, and then, well, it's a water treatment plant, and then it pumps to a reservoir, and then it distributes with some kiosks that are on the village, in Bakro, in Ivory Coast, okay? So this slide is to show you what our offer in terms of service and after sales, okay? So which means that one of the most important things for when you build infrastructure is how to operate it correctly,
because you don't need an asset that you don't know how to operate. So it's the same thing. So there's a huge investment in assets. So it's also important, the capacity building and to know how to operate. And of course, Suez as an operator brings all this expertise, and we give support to the local operators and local teams to understand the problematics of operation of these systems, okay? So all of this is integrated in our offer. Another slide, important, okay, just to say that as Suez we have strong commitments with innovation, because innovation is important for us to differentiate, but also to integrate all the dimensions of that we have to achieve the Sustainable Development Goals, okay? So also in UCD, we integrate all these dimensions in order to be sustainable. Sustainable not only in carbon footprint, but also in terms of emissions and energy consumption. So our solutions are, we use the innovation in order to reduce the consumption and be more efficient in terms of energy consumption, which is quite a challenge also for utilities. These are some references that we have, well, since '92. We're working globally, so in lots of projects in Africa, in Southeast Asia, in Latin America, in Caribbean, and in the Pacific. So you can see this is, well, we have many more references that we can discuss. And then I will try to give you 5 examples of what we did, like case studies. Still have some minutes. So the first example is in Mali, in Kalabankoro. The thematics here is the resilience and speed. So basically, this client, for giving water in Bamako to the capital, they were being funded by the World Bank and the AFD at the time to build a big water infrastructure to 240 MLD. But it takes some time to build, lots of time to build huge infrastructure, okay? In the meanwhile, people continue to need for water. And so what do they need to do is that they need to find quick solutions to have access to water, okay? So this is an example of what he did. So the client, in 10 months, we installed this unit that is providing 22 MLD to the city of Bamako. In the meanwhile, they constructed the big water treatment plant. And now they are both operational and they are working in parallel, which means that they have a double capacity to serve with the system is more reliable, okay? So this is the first case. The second case is for islands. We have a lot of countries with islands in Southeast Asia. The example of Indonesia, the example of the Philippines, the example of Malaysia. So, and this is quite interesting because, as you understand, it's quite difficult in islands to build centralized infrastructures because each island is a land, and so you need multiply your infrastructure. And of course, there are some islands with some capacity, some scale, but there are islands that are small. And so you cannot have the approach of the big infrastructure for small islands. So this is an example where we can be, it could be interesting to look for, okay? And the example is that in Fiji, in the Pacific, which are islands, of course, we have implemented many solutions like the UCD. We have now more than 73 MLD in capacity installed in Fiji. And we're supporting also the Water Authority of Fiji with the operation of these units, okay? Then this is an example in Southeast Asia, a recent example, and thanks to the teams here that have developed this project together with us. It is a fast-track project for a huge city, which is Manila. So it's providing water to Manila, which means that this can be also used to big cities. We can use these systems to big cities. I mean, to improve the availability of water quickly, okay? So actually it's a 80 MLD water treatment plant. It's the biggest water treatment plant of this kind that we have in our portfolio. And it was done in quite quickly, okay? It was quite challenging, but it's been done quite quickly. And we're very happy to have this reference with in our portfolio. The fourth example is Indonesia. Is the example of modularity. And this example, I'm not going to spoil what
my colleague is going to sell after the modularity of the beauty in example. So basically, the cities grow, and the cities grows in countries where the demographic are important. Demographic growth is important in emerging countries. Indonesia is an example. Lots of countries in Africa, and so the needs for water are increasing. And so what do you do when you do an infrastructure and 10 years after you need to have more water? So you need to build another infrastructure. And so sometimes you tend to put your capex in your capex dimension to a target, and you're not using it all. So with these solutions, we can phase the capex because it's modular. So as soon as we need more water, we put these solutions, and it's more linear, the investment that you do. Okay. So this is the example, the modularity and expansion of a water treatment plant. And finally, as the last example of the UCD offer is the multi-UCD. What are multi-UCDs is example that we are proud to present with the Ivorian government. So we worked in order to have a water for all project in Ivory Coast. So the government had many stress with water in many localities in Ivory Coast. And so we deployed 40 units for 32 secondary towns in a single project. So basically, in very short time, they were able to install and have access to water for all these secondary towns. Okay, so this is quite interesting. Also, an interesting project that we developed in Ivory Coast. Of course, we managed also to bring the financing with BPI, la Banque Publique d'Investissement, in France, and so this is another approach that we can do with UCD. Just to finish, 2 points that I mentioned about innovation. On the right side, we innovate. It's AROG, so it's a unit that is treating underground water in order to reduce the consumption of chemicals. So the client showed us is problematic, and so we developed a solution with this client to help him bring down the OPEX costs. Okay, and so basically what we do is that we have a solution that treats underground water, so eliminates in this case CO2. And which means that they don't need to spend so much money in chemicals. So this is quite important. And we won the innovation trophy at Suez. And on the left part of the slide is our UCDs are labeled Solar Impulse Efficient Solution label. Means that this is a foundation, which is the solar label, the Solar Impulse Foundation, which means that they label solutions that are at the same time efficient and profitable. Okay. And we are labeled Solar Impulse, we have this Solar Impulse label, okay? So you have I need to finish, and that's it. You have here, that's it, yeah. So thank you. I still have some 5 minutes for questions before, if you have some questions. Thank you. You mentioned about the modular system UCD, and also that one is mass produced. But in many cases in Indonesia, especially if the raw water from the river, the concentration or the pollution in the river, in the raw water, is fluctuated. So how you can anticipate of that one, because we have to guarantee at the end, right? So that the fluctuation is sometimes very wide. So that how we can anticipate that one. Thank you. Thank you for the question. Is interesting. Is quite interesting, the question. Well, when I showed the slide concerning what we do as Suez, and we have the complete cycle, we studied the solutions that we're going to provide, okay? Even though these are standardized solutions, we integrate them in a case-by-case scenario. So what we need to have is a clear analysis of the raw water data to check how we will do the dimensioning of the system to assure that the system will work and will function during all these fluctuations, okay? Sometimes
you will work at, I mean, in terms of turbidity, the rivers change depending on the rain. So sometimes there are peaks in turbidity, so we need to assure that the systems accept this turbidity and they still deliver quality water. So this is case of what we do, is engineering, and so we dimension the systems to be capable of treating these fluctuations, okay? And of course, if our systems, our solutions cannot deal with this, we'll need to integrate other kind of components to assure that in these cases we still give the quality of the water. Okay, I don't know if I answered totally the question. Yes, thank you. According to your presentation, as I know, UCD is combined with two combination processes, clarifier and filter, right? In the clarifier, what kind of the settler that you use? Yeah? That you say this is the high rate flow, right? Yeah, we want to know what kind of the settler. And then the second is how much the maximum turbidity or total surface solid that you can treat. Okay, thank you. So well, I showed in the first slide the types of products. We have settlers, but we have also the dissolved air flotation if needed. Okay, so we adapt the technology to the needs of a client. The settling is lamella settling. Okay, so it's conventional dimension. Okay, so like aids and speed. So we dimension it like engineering. We dimension it with the same criteria that we use in conventional solutions. Okay, so just is built in metallic. Okay, and this is standardized. So this is the first question. The second question, so it's settling, conventional settling, okay? So the second question was, okay, sorry, I need to conclude. It was related to the maximum turbidity for standard is 500 solids, content in solids, or 500 NTU if the ratio is 1:1, okay? But of course we can study if we can put more in the system, but we need to redesign, okay? But 500 would be for our standard units, 500 NTU, okay? Well, if there is no more questions, thank you very much, and I'm available to discuss with you.
Hello, good morning, everyone. So we start the presentation. Hi, so today I like to talk about the BOT project in Indonesia, and the topic is a key success factor. Actually, the key success factor, the answer will come 7-8 slides later, so please wait for another 15 minutes. But we talk about the key success factor of the BOT projects in Indonesia. So if you don't know about this market, if you don't know about this BOT things, I'll explain briefly. So the background, Indonesia. I don't know how much you know about Indonesia, but Indonesia is the world's fourth largest population with 280 million people. And it's a quite big country. It's much wider than the United States. And with a stable politics, growing economy. So they are one of the leading countries in ASEAN region. And also the good point about Indonesia is that this demographics. You see that young people are quite massive. So another 20-30 years, Indonesia will enjoy a really good proportion of the population. And also economy is really growing. If you see the bottom graph, the GDP per capita is really growing fast. So it's now come to the $7,000, which is not really a growing country anymore. It's a really middle class country now. On the other hand, the water coverage is only 30% in this country. So with a growing population, growing economy, this country, Indonesia, needs a really acceleration of the development of the water infrastructure. And as of today, the priority is drinking water. So they really accelerate the drinking water development. And in this country, the water development and the management will be done by organization called the PDAM, PDAM. PDAM is a municipalities water company. So they have 380 PDAMs across the country. And still some regions, some areas don't have a PDAM. But basically, PDAM, each PDAM is a responsibility to supply water to the people. And the central government will just support and promote this development. So behind the PDAM, central government will set the regulation, set the water quality regulation and other things. Also, the central government will manage the raw water. And the central government will provide some programs for the financial support, such as a loan, subsidy. VGF is a viability gap fund and the guarantee. So those are the central government function, whereas the main responsibility to supply water is a PDAM. This is the Indonesia water system as a nutshell. And so for PDAM, how they manage the water service, there are some typical business model that they take. First, of course, EPC. PDAM just placed the order for the EPC to the EPC contractor to build the plant. It's quite a classic way to build the plant and infrastructure. O&M is also very simple. So they just subcontract the operation maintenance to the people. That's another way. Concession used to be a good model in this country, but around 10 years ago, the government stopped doing concession. So today, it's legally not really feasible and possible in this country. So the mainstream, main trend in this country is a BOT, build, operate, transfer model for 20-30 years. To ask private company to do all the development and the management and the investment. So many PDAM today considering BOT as a kind of major business model for the development of the water. So why BOT? The reason why they take BOT is mainly two reasons. One is a lack of capability and funding. So the PDAM, they don't have enough people, enough capability to do all the development and management of a project. Also, they don't have enough money
for the initial capex. So they rely on private companies to do those kind of things. Also, the good background for the BOT is a growing economy. So the economy is growing, tariff is growing. So private companies can expect really the increasing tariff, which can support the BOT development. So those are two kind of major reasons why PDAM take a BOT model for the development. So I'm going to explain about the two trends in Indonesia BOTs. It's not everywhere, but in Indonesia there are two trends for the water BOT. First, those are upstream and downstream. So they call upstream from intake to WTP to reservoir is they call upstream. And the downstream is a really distribution network. So like 10 years ago, they did this WTP BOT, and that was okay, but they realized without the downstream, water doesn't go anywhere. So recently, they started packaging all upstream and downstream as one project, one contract, so that the private company will do everything from intake to downstream. But under the law, private company cannot do this final concession, connection and the distribution and the customer service part. So the BOT project stop here, and then this still PDAM's responsibility. In this country, the majority of the project, this part is a BOT, means we build, private company will build, operate, and then for 20, 30 years. This is a standard. Whereas this is downstream, no operation. Under the law, we cannot really operate it. So we do just a construction, and then we get paid over the 10, 15 years, which is we call it the BTL, build, transfer, lease. So it's a kind of a construction finance for the downstream. So the recent trend is to package those upstream BOT 20, 30 years, and then downstream BTL 10, 20, 12 years is a trend in this country. Another trend is this unsolicited approach. Unsolicited, the other side is solicited. Solicited is quite simple. So a government will tender out this BOT, and then private company will bid for the tender. But unsolicited approach is from feasibility study until the detailed design, environment study, closing. Private company will do everything. And then from at the beginning, the government, PDAM, will appoint the private company under the MOU as an exclusive partner. Then if we are selected as an exclusive partner, we do all the process from a feasibility study. And also we have to go to the tender process, but we prepared all the tender process. So that means government just monitor all the process, and then private company will do everything. So this is an unsolicited process. It takes a long time. Usually it's 1 year to 2 years, but they have a certainty and they have a kind of comfort that the good private company will do everything until the closing and also execution. So this is an unsolicited approach. And with a shortage of the capability and the funding, many PDAM start considering this unsolicited approach. So it will accelerate really the development. If they take a solicited approach, they don't know how to do, and they need a lot of time to do all the preparation. But if they ask a private company to do everything, it's supposed to be very quick. So this is an unsolicited approach. So a feasibility study stage takes 6 months to 9 months. PQ tender process and also final bidding stage takes 3 to 5 months. And then after that, after award, the awarded party together with the PDAM, they will do environmental study and the detailed design, then come to the closing. So this is the whole process of the unsolicited process. So now come to the key success factor. So under the circumstances, two trends. One is upstream, downstream package and unsolicited approach. How we can be successful in this Indonesia BOT market? I would say there are 3 items.
So those are left-hand side is a really key issues, upstream and downstream, unsolicited process, long-term on them. Those are the kind of expectation from the PDAM. And then right-hand side is a really key success factor. So upstream and downstream, how can we be successful? I think not many companies have done this upstream and downstream project, but I think we need a decision as a private company that we can go to this upstream downstream approach. Then I think we can get into the project. If we just say, I don't like to do downstream, I like to do only treatment plant, then it's not expectation from the PDAM. So we have to make our decision that we go upstream and downstream package. This is a kind of strategic decision that we need to do. And also, to do upstream and downstream, we need a good EPC contractor to perform upstream and downstream. Upstream and downstream is a really different nature of the infrastructure. So we need a really good partners, EPC partners, to take care of the upstream and downstream together to complete this construction. So this upstream downstream issue is really unique in Indonesia. Second one is unsolicited process. It looks like easy to understand, but it's a lot of regulations and the unique regulations behind this unsolicited process. So we need a really good partner and a good legal knowledge to understand how we progress this unsolicited process. So this is really a key success factor. Otherwise, sometimes the process is not in line with the regulation, then we have to do it again from the beginning. So not to avoid those kind of wasting the time, we really need a good understanding of the regulation and the process. So for that, we need a good consultant, technical consultant, legal consultant, environmental consultant to support us to go smoothly this unsolicited process. That's the second point. And then third point is really long-term on them. So in this country, the ultimate purpose for this BOT is to do this water project, not only to build the project, build the plant, but also to operate the plant for the facilities for 30, 40 years. For such, really, private company need a capability to perform long-term on them, not only construction, but also capability to perform on them. So if the investors don't have long-term on them capability, they need to partner with a good technology engineering companies to support this O&M part. And also the contract. Contract is very, very important. Long term, like a 20, 30 years operation, many things will happen. So at the beginning, we really need to have a good discussion with the client, PDAM, to make sure the contract can survive for 20, 30 years to make it happen. And for the win-win successful project execution, we really need a good contract. So those are the kind of summary of key success factors we are looking at in this country. So for this country, still a BOT projects early stage, but we hope Suez and also partners can do a lot of BOT projects to promote and support this country, Indonesia, to achieve a better water environment. So thank you. This is the end of the presentation. Thank you. Any questions? Thank you very much. Thank you.